C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les deux recours sur la table de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, l'un déposé par un citoyen et l'autre par un candidat. La proclamation des résultats provisoires de la présidentielle donne Félix Tshisekedi vainqueur. Nous serons en direct avec le politologue Bob Kabamba. La première étape de la course à la présidentielle au Sénégal. Sur 93 dépôts de candidature, seuls 9 ont été validés par le Conseil constitutionnel. Une vingtaine de candidatures étaient invitées à régulariser leur fichier de parrainage. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis ce procès très attendu par de nombreux Gambiens. L'ancien ministre de l'Intérieur de la dictature de Yahya Jammeh va faire face à la justice en Suisse. Ousmane Sonko est accusé de crimes contre l'humanité pour des faits commis entre 2000 et 2016. Nous écouterons le témoignage d'une victime dans ce journal. On continue de parler des élections en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle commence à examiner deux recours déposés par un citoyen et un candidat malheureux, Théodore Ngoy, après la proclamation des résultats provisoires donnant le président sortant, Félix Tshisekedi, vainqueur. La CENI a annulé les votes pour 82 candidats, dont 3 ministres du gouvernement central et 4 gouverneurs provinciaux en raison de fraude et d'intimidation. Pour en parler, nous sommes en direct avec Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je le disais, seuls 2 recours ont été déposés, l'un par un citoyen, l'autre par un candidat. L'opposition ne cesse de dire qu'il y a eu fraude et pourtant, elle n'a déposé aucun recours. Pourquoi ? Alors, l'opposition n'a pas déposé de recours. Elle justifie ce fait par la composition de la Cour constitutionnelle. Il faut faire juste un petit rappel historique. C'est qu'il y a eu 2 changements au niveau de la composition de la Cour. Le président Tshisekedi a nommé une première fois de nouveaux juges en 2011. Ça a été d'ailleurs le début du divorce avec son ancien partenaire Kabila. Et ensuite, au mois de mai 2022, il a recomposé encore cette Cour constitutionnelle. L'opposition juge que ces recompositions ont permis à Tshisekedi de pouvoir mettre ses partisans sous cette Cour, dans cette Cour. Et ainsi, c'est une Cour inféodée pour lesquelles cette opposition juge inutile de pouvoir donner de l'argent, perdre de l'énergie par rapport à des recours qu'ils savaient très bien qu'ils ne pourront pas gagner. Alors si le processus électoral était dès le départ voué à l'échec, comme le dit l'opposition, pourquoi cette opposition a maintenu sa participation au scrutin ? Oui, c'est une très très bonne question pour la bonne et simple raison que lorsque l'on va dans un processus électoral, on a 2 options. Soit on boycotte, comme ça a été le point de vue de Kabila avec sa famille politique, soit on participe et en participant, on essaie de pousser la logique du pouvoir jusqu'au bout, voir si l'opposition va pouvoir arriver à mettre en difficulté le régime, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, ils ont maintenu cette position en sachant très bien que le processus était biaisé, mais en essayant de pouvoir y aller, cela pouvait arriver à démontrer que le processus était biaisé. Et c'est qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend bien compte effectivement que ce processus, dès le départ, était biaisé. On peut aussi le dire, c'est grâce aux citoyens, c'est grâce à la mobilisation citoyenne, c'est grâce à la Synco et à l'Église protestante, mais aussi grâce à ces partis politiques qu'on a pu mettre en exergue toutes les difficultés, toutes les failles, toutes les irrégularités qui ont été documentées, qui ont amené, par exemple, à la décision de la CENI d'annuler une partie du scrutin, mais aussi de pouvoir invalider certains autres candidats. C'est la preuve effectivement manifeste que la CENI dit elle-même qu'elle reconnaît qu'il y a des irrégularités et ces irrégularités ont remis en cause le processus électoral, mais aussi la proclamation des résultats. Alors le message de l'opposition qui paraît parfois un peu confus rend les choses un peu difficiles. Comment l'opposition va-t-elle parvenir à mobiliser ? Alors, quand on parle de l'opposition, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On a 3 pôles. On a le pôle d'abord de l'opposition qui est composé des anciens candidats présidents de la République qui n'ont pas gagné, qui se sont constitués en groupe et qui réclament l'annulation. Vous avez aussi quand même, on néglige un peu souvent le pôle Kabila
qui lui aussi n'a pas participé au processus, mais qui continue quand même à pouvoir avoir une position qui est la position claire, c'est que je ne participe pas aux élections, donc je ne reconnaîtrai pas les institutions et les animateurs qui seront issus de ces élections. Il y a l'autre pôle, qui est le pôle militaire, qui est dirigé et coordonné par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, avec le M23, qui continue à avancer sur le terrain. Et ces trois pôles ont comme objectif chacun de pouvoir arriver à soit annuler les élections, soit à aller vers une transition. Alors si ces trois pôles réussissent à se réunir, à parler d'une seule voix, je vois mal comment est-ce que Félix Tshisekedi pourra continuer à diriger le Congo sans tenir compte justement de ces trois pôles que je viens de définir, qui prennent de l'ampleur de plus en plus au fur et à mesure qu'on est en train de dénoncer les irrégularités du processus électoral. Alors le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit très inquiet par la montée des discours de haine à caractère ethnique, en particulier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais aussi dans les régions du Kasaï et du Katanga. Faut-il craindre des tensions post-électorales ? En tout cas, il faut vraiment craindre des tensions post-électorales qui vont même aller jusqu'à des tensions communautaires. Ça a déjà commencé. On a déjà vu ça au niveau de la province du Katanga. On le voit dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, dans d'autres parties de la RDC, où effectivement la publication des résultats, surtout des résultats des députés nationaux et provinciaux, va créer certainement des frustrations. Comme nous savons que ce sont des élections qui sont des élections communautaires et tribales, les tribus qui se sentiront lésées pour n'avoir pas eu des représentants, risqueront de s'apprendre aux tribus et aux communautés qui auront réussi à se faire représenter. Et ça, véritablement, c'est une crainte, en sachant bien aussi que les forces de sécurité, qui sont censées sécuriser les biens et les personnes, ne participent pas, n'essayent pas de calmer la situation. Par contre, participent d'une certaine façon à raviver ces tensions, surtout à l'Est, avec la question des rwandophones qui revient à l'actualité. Alors justement, plus globalement, un rapport de 150 pages des experts de l'ONU dresse un tableau inquiétant de la situation dans l'Est du pays. Et parmi les éléments, vous en avez parlé, qui préoccupent le lancement de la plateforme politico-militaire de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, l'ancien patron de la CENI. Faut-il s'en inquiéter ? Je pense qu'il faut s'en inquiéter, puisque tout simplement, de plus en plus, le processus électoral se décrédibilise, plus le discours de Nangaa prend de l'ampleur et c'est légitime. C'est-à-dire, grosso modo, il va attirer certainement beaucoup de frustrés et des aigris qui n'auront pas trouvé leur place dans le processus électoral, qui vont espérer rejoindre Nangaa. Et rejoindre Nangaa, ça veut dire essayer d'une certaine façon de pouvoir exister. Or, nous savons très bien qu'il y a une dynamique communautaire qui est en dessous. Cette dynamique communautaire va être accentuée certainement et créer plus de tensions et créer même plus de violences qui seront des violences physiques. Et c'est la population civile qui sera encore une fois la première victime. Merci beaucoup Bob Kabamba, donc politologue et professeur à l'Université de Liège. Merci pour votre décryptage. Et le Sénégal s'approche à grands pas de sa présidentielle. Elle se tiendra le 25 février prochain et la première étape de la course a déjà commencé. Le Conseil constitutionnel a validé 9 candidatures sur 93 dépôts. Une vingtaine de candidats avaient jusqu'à 17h ce lundi pour régulariser leur fiche de parrainage. Il en faut au moins 4400 de citoyens, 13 de députés ou 120 d'élus locaux. Les précisions à Dakar de Sarah Sakou. Ils avaient jusqu'à ce lundi après-midi pour régulariser leur fiche de parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Une vingtaine de candidats sont concernés. Ils doivent remplacer ce qu'on appelle les doublons externes, c'est-à-dire des parrainages qui figurent sur une autre liste concurrente ou qui ne font pas écho au fichier électoral. Parmi ces candidats admis en quelque sorte au second tour, Idrissa Seck, ancien allié de Macky Sall, qui doit simplement remplacer 6000 de ces parrainages. Bassirou Diomaye Faye, le plan B de l'ex-Pastef d'Ousmane Sonko, qui a quelques 4000 parrainages à remplacer, ou encore Aminata Touré, ancienne première ministre, ancienne alliée de Macky Sall, dont 19 000 parrains ont été invalidés. Dimanche, un collectif de 26 candidats ont déposé une requête donc pour se plaindre d'injustice dans le traitement de leur dossier. Il s'agit de candidats dont les dossiers ont été rejetés justement sur cette question du parrainage. Et vendredi, c'était le dossier de l'opposant Ousmane Sonko qui a été recalé par le Conseil constitutionnel au motif qu'il était incomplet. Ses avocats ont également annoncé un recours. Le contrôle des parrainages va se poursuivre jusqu'à
jusqu'au 12 janvier. Puis le Conseil constitutionnel va s'intéresser aux autres pièces des dossiers des candidats potentiels et il rendra une liste définitive le 20 janvier, liste définitive des candidats au scrutin du 25 février prochain. Et c'est un procès historique qui s'ouvre pour la Gambie. Ousmane Sonko, l'ancien ministre de l'Intérieur de la dictature de Yahya Jammeh, fait face à un tribunal en Suisse, accusé de crimes contre l'humanité. Il sera jugé pour des faits commis entre 2000 et 2016. Un procès très symbolique aux yeux des victimes qui réclament justice depuis des années. Écoutez le témoignage de Madi Sessaï, ancien journaliste arrêté et torturé par le régime en 2006. La vie de presque tous les Gambiens a été affectée directement ou indirectement par le régime dans lequel Sonko avait une position clé. Quand j'ai été arrêté, réarrêté et torturé, Ousmane Sonko était au courant. C'était lié. Tout se faisait sous sa supervision. Alors, je ne peux tenir responsable personne d'autre qu'Ousmane Sonko parce qu'il était le chef de la police à ce moment. Propos recueillis par Sarah Sacco et vous pourrez justement voir sur nos antennes dès dimanche 21 janvier un billet retour signé de nos équipes de Dakar consacré à cette période difficile de l'histoire de la Gambie. En bref, Salem Bazoum, fils du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé en juillet dernier par un coup d'État, a été remis en liberté provisoire ce lundi selon une décision du tribunal militaire de Niamey. Âgé de 22 ans et retenu prisonnier avec ses parents depuis le putsch, il est accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou la sûreté de l'État. Et puis toujours au Niger, l'armée a reconnu avoir fait des victimes civiles après des frappes aériennes contre des terroristes dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agissait d'une riposte contre une attaque menée par un groupe avec une vingtaine de motos près de la frontière avec le Burkina Faso. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters s'échauffent sur leur terrain préféré, les marchés. Ils cherchent tous à s'équiper pour mieux soutenir leur équipe. Et à les entendre, ils vont tous gagner. Récit de Laurent Berstécher. Dans ce marché d'Abidjan, les maillots des éléphants ivoiriens se vendent comme des petits pains, trahissant l'engouement des supporters à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera une ambiance de fou parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire, c'est un pays de gaieté, de joie, voilà. Dans les rues de la capitale ivoirienne, le football est au centre de toutes les conversations. Ces supporters maliens espèrent voir leur équipe faire mieux qu'en 2021, où les Aigles s'étaient inclinés en huitième de finale. Cette fois-ci, quand même, 2024, ça est pour les Maliens. Pour d'autres, il sera difficile de détrôner les tenants du titre, les Lions sénégalais. Tu connais, toi, tu dis Sénégalais Faubry, non? Donc c'est ça fait. Et même il connaît. Les Lions. Côté ivoirien, enfin, les supporters ont envie d'y croire, mais préfèrent rester prudents. La Côte d'Ivoire, ça a toujours été comme ça. Hein. Au fur et à mesure qu'ils commencent à gagner les matchs, on commence à avoir confiance. Mais en tout cas, il y a un bon état d'esprit. Éliminés avant les demi-finales aux 3 dernières éditions, les éléphants disputeront cette fois la coupe à domicile pour la première fois en 40 ans. Le Noël orthodoxe, il a été célébré hier par un grand nombre de fidèles en Éthiopie, vêtus de tenues de fête. Hommes, femmes et enfants étaient sortis bougies à la main pour entonner des chants religieux et célébrer la naissance du Christ selon le rite orthodoxe. On va se quitter sur ces belles images de célébration. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Pendant 40 ans, Chiang Kai-shek a fait régner la terreur blanche sur l'île de Taïwan. En 2016, le gouvernement promet de dévoiler la vérité, mais ce devoir de mémoire s'annonce complexe. C'est à l'État de présenter leurs excuses auprès des victimes. Billet retour, Taïwan, la terreur blanche, à voir sur France 24 et france24.com.